Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Anthropocène. Vous écoutez Terreau commun, une émission radiophonique animée par Archipel Maison de l'Architecture, qui donne la parole aux actrices et acteurs de la métropole de Lyon, celles et ceux qui accélèrent la transition et l'adaptation de la ville aux enjeux écologiques, climatiques et sociaux de demain. Terreau commun, un espace de ressources, une bibliothèque de voix, un creuset de projets en cours d'expérimentation ou réalisés qui vont dans le sens du mieux et du moins. Bonjour Florent Peyroux et merci de votre présence dans notre studio de la Place des Terreaux à Lyon. Florent Peyroux, vous êtes architecte urbaniste et vous êtes aussi photographe. Depuis 2017, vous êtes chargé de mission sensibilisation au CAUE Rhône Métropole. En 2018, le CAUE Rhône Métropole a engagé un observatoire photographique du paysage sur le territoire de la Vallée de la Chimie en partenariat avec la mission Lyon-Vallée de la Chimie. Ce travail fait bien sûr écho à la démarche nationale des observatoires photographiques du paysage qui a été mise en place en 1991 par le ministère de l'Environnement. Mais cette démarche revendique aussi un renouvellement de méthode et un protocole bien spécifique dont vous allez nous parler tout de suite. Mais peut-être pour débuter cet entretien, j'aimerais revenir avec vous sur le contexte de gestation de cet observatoire. Comment et pourquoi se décide un tel projet ? Peut-être pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un observatoire photographique et quels étaient les intérêts, les opportunités, les enjeux, à la fois pour le CAUE et pour la mission locale, qui sous-tendaient la mise en place d'un observatoire dans la Vallée de la Chimie. Bonjour, merci déjà pour l'invitation. Alors effectivement, on a été contacté assez peu de temps après mon arrivée au CAUE Rhône Métropole par la mission locale Lyon-Vallée de la Chimie. À l'époque, il y avait un certain nombre d'appels à projets qui étaient en train d'être mis en place par cette structure pour concilier le développement économique et le développement durable sur le territoire de la Vallée de la Chimie, avec l'enjeu d'accélérer la transition générale, énergétique, écologique, développement de l'accompagnement de la chimie verte et toutes ces questions des rapports entre ville et industrie aussi qui étaient très fortement en question. Et la direction de l'époque de la mission Julien Lahaye avait le sentiment en fait que c'était le moment pour lancer une observation d'un territoire qui allait subir beaucoup de changements dans les années à venir. Et ils avaient déjà recours à la photographie pour différentes actions de communication. Il y avait un photographe qui travaillait sur ce territoire depuis longtemps, c'était David Dezaleux. Et on a fait une première réunion où il y avait justement donc David Dezaleux, Julien Lahaye, Sébastien Sperto, directeur du CAUE Rhône Métropole, et moi-même. Et on a discuté de cette opportunité-là d'observer par la photographie ce territoire à long terme. Et on a proposé de travailler sur la méthode de l'Observatoire photographique du paysage, qui est une méthode qui est effectivement éprouvée de longue date et qui permet en fait sur un territoire de se mettre d'accord sur un certain nombre d'enjeux à observer, de lieux clés à observer sur le long terme. Généralement, ça se passe au sein d'un comité d'élus, d'experts, de techniciens qui décident ensemble de ces enjeux et qui ensuite font appel à un photographe qui est capable, lui, de transcrire tout ça en images, avec des images qui parlent à tous. Et donc, ni David Dezaleux ni moi-même n'avions déjà monté d'observatoire photographique. Donc c'était un nouveau projet. Et on était quand même très motivés par l'idée de se dire qu'il n'y en avait pas encore sur le Rhône à l'époque et qu'il y en avait assez peu qui traitaient de ce rapport entre ville et industrie. Donc voilà, c'était très motivant dès le départ. Et il y avait une sorte d'ouverture dans la commande aussi. C'est-à-dire que la mission locale Lyon-Vallée de la Chimie, elle s'intéresse au développement économique du territoire et à ses transitions, à l'impact du développement durable sur l'industrie. Pour autant, ce n'était pas une commande d'observer l'industrie uniquement, mais bien d'observer un territoire. Et peut-être que l'évolution de l'industrie allait avoir des impacts sur ce qui se passe autour, comme l'industrie a eu des impacts sur le territoire quand elle s'est créée dans les années 60. Donc il y avait une sorte d'ouverture dans la commande. Et le fait de s'adresser à un CAUE, ça avait du sens aussi, parce qu'il y a d'autres CAUE qui portent des observatoires photographiques du paysage en France.
Et de par leur rôle d'association de loi 1901, avec une forme d'indépendance et de longévité dans le temps qui n'est pas forcément liée directement aux courants politiques qui sont en place sur le territoire, ça permettait d'assurer un suivi à long terme. Et de s'assurer aussi qu'on puisse parler à tous, parce que les CIE s'adressent à tous les publics, des non-avertis grand public jusqu'aux professionnels et aux élus locaux. Alors on le comprend un peu dans ce que vous venez de nous dire, mais donc la vallée de la Chimie, c'est un territoire complexe, ou en tout cas en mutation, en transition. Il est aussi très connoté, c'est ce que révèle son nom même, vallée de la Chimie. Un des enjeux était pour vous, Florent Péroux, vous me le disiez en préparant cette émission, de ne pas passer à côté de toute la profondeur du territoire. Donc évidemment, de faire attention aussi à ses habitants ou aux fleuves. Pourriez-vous nous dire quelques mots de ce territoire, justement, qui relève à la fois du paysage industriel, du paysage urbain, mais aussi naturel, et qui concentre sur une petite surface, finalement, et dans un temps relativement court, de nombreux enjeux socio-économiques? La vallée de la Chimie, c'est un nom qui est apparu finalement relativement récemment dans l'histoire du territoire, puisque les grandes plateformes industrielles telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles sont construites à partir des années 60, quand on crée le barrage hydraulique de Pierre-Bénite. Et auparavant, c'était simplement la vallée du Rhône. Et le fait que le nom ait basculé sur vallée de la Chimie, ça en dit beaucoup sur les transformations qui ont été mises en place par l'État à l'époque. Et effectivement, depuis, la toponymie, elle a pris le dessus sur tout le reste du territoire. Et c'est un territoire qui est traversé par des gens de toute l'Europe, par des marchandises de toute l'Europe. Chacun va en vacances dans le sud, passe par l'autoroute qui traverse la vallée de la Chimie. Et depuis ces voies de circulation, on a une image uniquement industrielle du territoire. Et donc forcément, on oublie le reste. C'est vraiment la vallée de la Chimie. On n'a quasiment pas de vue sur le Rhône d'ailleurs non plus, en la traversant. Donc effectivement, il y avait un enjeu de connotation très négative, puisque c'est un paysage qui est relativement rude, très technique, et duquel on ne comprend rien. On ne sait pas ce qui se passe dans ces industries, à part la raffinerie, parce que tout le monde connaît la raffinerie Total, mais sinon, le reste des industriels, on ne sait pas ce qu'ils font. Et donc, il y avait cet enjeu de dire, déjà, c'est une vallée, avant d'être une vallée de la chimie. Donc, il y a un fleuve qui la traverse. Où on en est aujourd'hui de ce fleuve-là, qui a été domestiqué. Et donc, c'est une vallée, ça veut dire qu'il y a aussi des balmes, des coteaux, et qui sont habités, qui sont cultivés. Donc, il y avait vraiment un enjeu de travailler la profondeur et presque on pourrait dire la coupe de la vallée, c'est-à-dire d'ouest en est, des coteaux avec tout le patrimoine de Maison des Champs et Érigny, ensuite le pied du coteau avec le côté le plus sauvage du fleuve avec un espace naturel sensible qui est protégé, qui est en gestion par le SMIRIL, les îles au milieu, le canal du Rhône, la plateforme industrielle, les voies ferrées, l'autoroute, la balme et ensuite les plateaux habités et cultivés, entre autres protégés pour l'agriculture périurbaine au niveau des grandes terres. Donc avec ça, on avait effectivement la mobilité, l'agriculture périurbaine, l'habitat, l'économie, l'énergie, les espaces naturels protégés. Donc on a un peu tout. Et justement, pour faire ressortir toutes les caractéristiques de ce territoire, il a fallu forcément opérer un choix dans la sélection des points de vue. Du coup, je voulais vous interroger sur la méthode que vous avez suivie pour repérer les paysages à photographier. C'est le fruit d'un travail collaboratif. Et donc, qui avez-vous mis autour de la table et quels éclairages souhaitiez-vous apporter en associant cette diversité d'acteurs au projet ? Donc, si on repart du nom, encore une fois, personne ne dit « j'habite dans la vallée de la chimie ». On peut dire « j'ai traversé éventuellement la vallée de la chimie », mais personne ne dit « j'habite dans la vallée de la chimie ». Donc déjà, tous les gens qui habitent dans ce territoire-là, il fallait surtout pas oublier comment ils habitent eux et comment ils voient ce territoire. Donc il fallait absolument ne pas se cantonner à des experts, des géographes, des urbanistes, des élus et autres. Il fallait vraiment aller chercher ceux qui vivent sur le territoire. Donc c'était aller chercher les habitants, mais c'est aussi peut-être discuter avec les salariés, qui ont une image sans doute beaucoup moins négative de l'industrie qu'un certain nombre d'habitants ou de gens qui traversent ce territoire-là. Donc ça, c'était un enjeu très fort qui n'est pas forcément présent à la base dans les observatoires photographiques, qui restent des objets assez techniques ou politiques. Donc là, il y avait l'idée de renouveler un peu la méthode. Et comme on était nouveau dans les observatoires avec David Dezaleux et qu'on avait une commande qui était assez ouverte, on est allé
allé à fond dans une méthode qu'on a développée qui se voulait vraiment une entrée très photographique, parce que dans l'Observatoire photographique du paysage, il y a paysage. Et si on demande aujourd'hui au grand public si la vallée de la Chimie est un paysage, je ne suis pas sûr que tout le monde réponde oui. Est-ce qu'on considère cet endroit comme un paysage ? Et le fait de le regarder, de le mettre en image, c'était déjà révéler un paysage. Dire qu'il y avait un paysage qui existait, ensuite il fallait le caractériser. Et la photographie, ça permet de parler à tous, éventuellement même d'un paysage qui ne serait pas reconnu aujourd'hui. En le prenant en photographie, on le fait devenir paysage en quelque sorte. Donc l'idée, c'est de se dire, on ne va pas avoir une entrée très technique, le territoire est suffisamment technique comme ça. On va vraiment essayer de parler à tous par la photographie. Alors évidemment, il ne fallait pas se tromper sur ce qu'on allait photographier. Donc on a commencé par se dire qu'on allait avoir toujours 2 publics représentatifs, les habitants salariés, les gens du territoire, on va dire, et de l'autre côté, les experts. On a fait une première rencontre avec des experts de nature différente, soit qui travaillent dans la métropole de Lyon, soit qui étaient enseignants-chercheurs, urbanistes, etc. Et on s'est greffé sur une fête de quartier à Saint-Fond, où on a posé une table avec une carte et on a dit « venez discuter avec nous ». Et de ces discussions, il est ressorti plein de lieux, plein de sujets, suffisamment pour faire une campagne photographique. Et là, on est parti en campagne photographique, c'était juste avant l'été 2018. Et on s'est laissé 2-3 mois d'arpentage du territoire avec David Dezaleux. Et l'idée, c'était de se dire, on part vraiment en arpentage. On a un certain nombre de lieux d'idées, mais on va vraiment, nous, éprouver le territoire, à pied, à vélo, en voiture. Et on va apprivoiser ce territoire-là. Et ce travail qu'on mène lors de cette campagne photographique, ce ne sera pas le résultat, mais ce sera l'outil pour travailler. Donc on a fait 150 photos, on en a retenu 100. Et ces 100 photos, on allait les mettre au débat pour discuter de ce que c'était que le paysage avec de la chimie et qu'est-ce qu'on voulait observer à long terme. Et pour ça, on avait toujours nos 2 publics, donc 2 méthodes. Avec les experts, les professionnels, c'est facile, on fait des ateliers. Donc on regarde les images et on demande à chacun d'en choisir petit à petit un certain nombre et de justifier ses choix, d'expliquer pourquoi. Et on arrive à une sélection. Avec les habitants, ça ne marche pas comme ça. L'idée, c'était de trouver des lieux relais dans les communes où on pouvait parler à un peu toutes les couches socioculturelles de la population. Donc on s'est rapproché des médiathèques, parce que les médiathèques, c'est vraiment des lieux centraux dans les villes des communes. Et donc on est allé dans les médiathèques de Saint-Fond, Fézin et Pierre-Bénite, proposer une exposition itinérante, des 100 photos. Et cette exposition, ce n'était pas une exposition photo, parce qu'il n'y avait pas des grands tirages, des beaux tirages. C'est une exposition presque comme un chemin de randonnée. On avait des photos qu'on pouvait manipuler, avec des piquets qui indiquaient les directions dans lesquelles on marchait dans la vallée. Et on découvrait comme ça toute la vallée du nord au sud, d'une rive à l'autre. Et on demandait aux gens de voter pour les photos, pour les points de vue qu'ils avaient envie de voir leur évolution dans le temps. Soit parce qu'ils voulaient que ça évolue, soit parce qu'ils voulaient que ça n'évolue pas. On leur disait bien que les 2 étaient aussi intéressants. Parce que voir une photo sur 40 ans qui n'évolue pas, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose d'important qui s'est passé pour préserver ce territoire-là. Et on leur demandait de laisser des commentaires sur les points de vue, de donner leur expérience, leur connaissance. Et donc au fil des 3 expositions itinérantes dans les médiathèques, on a pu avoir beaucoup de retours, de votes, d'échanges, de médiations. On accompagnait chaque fois les habitants en visite. Et après, on allait chez les salariés aussi. On allait chez le centre de Total Cress, le centre de recherche, et l'Institut français du pétrole et énergie nouvelle, pour avoir un autre regard, du coup, sur cette même expo. Et l'idée, c'était qu'à la fin de l'année 2019, on ait 2 sélections. Une sélection à dire d'experts, qui disait le paysage avec de la chimie à observer, c'est celui-ci. C'est ça les enjeux. Et les habitants disent moi, je suis intéressé de suivre l'évolution de ces paysages-là. Alors pour les experts, c'est facile, on s'est mis en ordre de bataille pour affiner la sélection, vérifier que tous les secteurs étaient bien représentés, que tous les sujets étaient bien représentés, que chaque spécialiste d'une thématique se retrouvait dans les images. Pour les habitants, on a demandé à des étudiants du master de l'Institut Communication Lyon 2 Lumière, en master 2, d'analyser tous les résultats, les écrits des habitants, les votes, et de nous proposer une sélection justifiée au regard d'où provenaient les gens, pourquoi ils avaient voté, etc., quel sujet ressortait. Et donc on a eu 2 sélections d'une 40aine de photos de chaque côté, à l'issue de l'année 2019. Et en 2020, on a monté un comité de pilotage avec des experts qui étaient déjà présents et des nouveaux experts, en disant, maintenant, il faut, de ces 2 fois 40, il faut en faire une seule sélection de 40. Et ce qui est intéressant, c'est que
dans ces 40 de chaque côté, il y en avait déjà 27 qui étaient communes. Donc ça, c'était une surprise. Hein. Et plutôt intéressante en se disant, du coup, ça veut dire que les 27, c'est une évidence de ce qu'il faut regarder sur le territoire. Tout le monde est d'accord de fait. Tac, on a 27 points de vue qu'on va refotographier chaque année. Et il en restait 13 à peu près à trouver. Et donc là, le comité de pilotage a décidé de lui-même de dire, il y a autant d'importance d'un côté que de l'autre, habitants, experts, donc on va prendre une photo de chaque côté. Dans chaque sélection, et on est arrivé à 40, et après, on s'est rendu compte qu'il manquait quelques sujets. Donc on allait repiocher une ou deux photos. On a aujourd'hui 44 points de vue, du coup, qui sont refotographiés chaque année dans l'observatoire. Donc voilà, la méthode, c'était vraiment de se dire, on essaye d'aller rencontrer nos publics cibles, et on échange autour d'images qui parlent de paysages, et jamais de plans techniques, jamais de plans de projet. Voilà. Donc vous avez reconduit régulièrement les photographies de 44 points de vue durant 5 ans. Si vous deviez choisir peut-être quelques clichés, 2, 3, 4, qui permettent de saisir au mieux les transformations à l'œuvre, quelles seraient-elles? Et parmi ces observations, est-ce que toutes étaient attendues ou est-ce qu'il y a eu des surprises? Et qu'est-ce que finalement ce travail a permis de saisir et de révéler de cette vallée? Alors, c'est une question intéressante parce que on peut être tenté de faire des photos de nature assez différentes quand on monte un observatoire. Si on discute qu'avec des professionnels qui ont des projets sur le territoire, on peut être tenté de suivre en images des projets dont on connaît déjà l'évolution. Donc, il n'y a pas de surprise. Et est-ce que c'est pas plutôt de l'avant-après en suivi de projet que vraiment une observation des paysages dans toute leur diversité? On peut être tenté de faire des grands panoramas parce qu'on se dit, dans un grand panorama, on va tout voir. On va regarder tout le paysage et finalement, si on est face à une grande photo où chaque maison, chaque construction est minuscule parce que le panorama est très grand, on voit tout et rien. On voit un grand paysage qui est de l'ordre de la géographie uniquement, et puis à l'intérieur, les activités humaines, comment elles transforment ce paysage, on ne le voit pas forcément. Donc on peut être tenté par le panorama, on peut être tenté par la photo de projet, et on peut être tenté par des aspects esthétiques aussi, etc. Donc il faut trouver le bon choix d'images, qui soient des images documentaires, qui puissent vivre dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de temps à un observatoire, on ne se dit pas dans 5 ans on s'arrête ou dans 10 ans on s'arrête. Donc qu'il y ait des images qui réussissent à vivre pendant longtemps et à la fois à coller à une sorte d'actualité qui fait qu'on fait à l'observatoire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a une transition qui est à l'œuvre, écologique, énergétique. Donc forcément, on a envie de regarder si les sujets industriels en question vont être touchés, si les mobilités vont évoluer. Voilà. Après, c'est aussi l'enjeu de dire ce territoire, c'est quoi son histoire, c'est quoi sa spécificité. Du coup, il y a des objets très forts dans ce territoire-là auxquels il ne faut pas passer à côté. Donc dans nos photos, on va avoir des choses qui sont un petit peu attendues et des choses qui sont tout sauf attendues et qui n'arrivent pas. C'est-à-dire que quand on prend en photo la raffinerie, avec les habitations devant, on parle du rapport ville-industrie, du risque qui est engendré face à l'industrie, mais on parle aussi de la présence de cette raffinerie. Et tout le monde nous dit, mais la raffinerie, elle va fermer, le pétrole, c'est fini, ça va mal, l'économie, ils ont réduit les emplois, etc. Avec soit une forme d'inquiétude, parce que les gens ont travaillé dans cette raffinerie-là, ils sont à la retraite et ils ont connu le progrès technologique autour de ces objets-là, et c'est quelque chose de très positif du point de vue de l'économie aussi. Soit avec une attente très forte de dire, passons à autre chose, le pétrole, c'est fini, c'est quoi ces raffineries qui défigurent le paysage? Et en même temps, quand on est face à cet objet-là, qui est là depuis 60 ans, bientôt, on se dit, en fait, est-ce qu'il va vraiment bouger un jour? Est-ce qu'on le photographie pourquoi? Pour témoigner du coup de ce paysage-là, parce qu'on espère qu'il bouge, et en même temps, ça bougera peut-être pas avant 50 ans. En fait, face à ces objets-là, on est un peu... Et bon, il faut les prendre en photo, parce qu'ils parlent de ce paysage-là, et des fois, on a des surprises. On parlait de surprises. Par exemple, il y a 2 objets très forts dans la vallée, qui sont la raffinerie et Arkema. Arkema, c'est aussi un objet industriel qui est vertical. Donc, dans les images, tout de suite, c'est assez graphique, ça occupe le paysage. Et la nuit, c'est très beau aussi, parce qu'il y a tous les néons qui s'illuminent. Et c'est au pied de l'autoroute A7. Donc là, on a fait un point de vue dans lequel on savait qu'on voulait avoir l'autoroute et Arkema, parce que l'autoroute allait être déclassée. Ce n'était pas encore le cas à l'époque. Et elle allait se transformer. Donc, on savait que même si Arkema ne bougeait pas, on aurait des transformations sur l'autoroute, ça parlerait des mobilités, etc.
on a vu les transformations arriver sur l'autoroute très vite. Les barrières en béton ont été supprimées par des glissières de sécurité. On a planté. Le paysage autour de la voirie, il est devenu plus sympathique, plus amène, pour réduire la vitesse, etc. Et puis en 2023, je retourne faire la reconduction et il manque une tour chez Arkema. Alors ça, complète surprise. On ne s'attendait vraiment pas qu'un objet comme ça bouge, et pour autant, ça nous rappelle à quel point c'est lié à l'économie. C'est-à-dire que si cette tour-là, elle sert à un process industriel qui n'est plus rentable aujourd'hui ou qui a été interdit par une législation européenne sur la pollution ou les nuisances, etc., et ben elle est démontée, puis ils font autre chose. Donc finalement, ces objets qui semblent un peu immuables du point de vue du générationnel, ils sont soumis aux fluctuations économiques. Donc peut-être qu'en fait, en les prenant en photo, on va avoir des surprises plus rapidement que d'autres. Donc même sur des objets comme ça, on a vu des changements qu'on ne pensait pas avoir au bout de 5 ans. À l'inverse, il y a des endroits où on sait qu'il y a des réglementations qui s'appliquent. Par exemple, il y a un périmètre de prévention des risques technologiques qui dit que maintenant, on ne peut plus habiter près des usines à risque, alors qu'on a construit dans les années précédentes. Et donc, il y a des secteurs où on ne peut plus aller. On ne peut plus habiter, on ne peut plus recevoir du public, etc. Et il y a un secteur qui s'appelle l'île de la Chèvre, qui est un secteur hyper bucolique au milieu entre le canal du Rhône et le vieux Rhône, où il y avait des usages récréatifs, il y avait un étang, il y avait des entreprises et une pépinière notamment. Et là, depuis le début, on sait qu'il y a une zone rouge du PPRT qui dit vous allez devoir partir, il va y avoir des expropriations. Donc on a des points de vue là-dessus parce qu'on se dit on va observer quelque chose d'assez incroyable dans une métropole comme Lyon qui est extrêmement dense, extrêmement resserrée, où tout mètre carré de foncier est utilisé, et même avoir des conflits d'usage entre loisirs, économie, habitat, on veut tout mettre. Là, on a du foncier qui ne peut plus être utilisé par réglementation de l'État. Donc on va observer finalement une espèce de vide qui va se mettre en place. Est-ce que la nature va reprendre ses droits, etc. Donc c'est super intéressant. Et on savait qu'au bout de 5 ans d'observatoire, on voudrait faire un premier bilan, et on fait les reconductions et il ne se passe rien sur ce site. La pépinière, elle reste, etc. Le temps de l'aménagement, il est très long en fait. Et finalement, en 2024, je reviens faire les photos d'un coup et bam, il n'y a plus rien. Alors c'est marrant de passer à... on a 3 reconductions qui se suivent, et on voit la pépinière qui s'active, les petites voitures des pépiniéristes, les sacs d'engrais, etc., même qui bougent presque le point de vue, puis d'un coup, on arrive, on n'a plus rien. C'est une plaine vide. Et là, on se dit, bon ben voilà, là ça commence, et on va entrer dans le suivi vraiment de ce qui était attendu pour le coup. Mais ça a mis longtemps à arriver. Et après, on a d'autres sujets qui sont moins de l'ordre de la transformation du paysage, parce que finalement 5 ans, c'est assez peu à l'échelle d'un paysage ou d'un territoire. Un projet urbain, c'est 10-15 ans, un projet de territoire, c'est 30 ans, un arbre qui pousse, ça peut être plus. Donc en 5 ans, forcément, on ne s'attendait pas à avoir des choses non plus extraordinaires. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est des fois les usages aussi. Et on a beaucoup d'infrastructures vraiment routières dans la vallée de la Chimie qui font des effets de fracture, faut passer dessous, faut passer dessus, qui sont assez rudes. Et on les a pris en photo aussi parce que c'est une caractéristique du territoire. Certaines, c'est même des portes d'entrée du territoire. Et en fait, dans ces infrastructures-là, on ne se dit pas non plus qu'il va forcément se passer grand-chose. Ça ne va pas devenir des lieux super sympas d'un coup parce qu'on va investir de l'argent sous les ponts du périph', par exemple. Et ce n'est pas des lieux où on imaginait trouver des scènes de vie non plus extraordinaires. Donc on n'a pas eu des scènes extraordinaires. Par contre, ce territoire qui est un territoire tout voiture, on a vu apparaître les vélos dans ces infrastructures-là. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on attendait non plus. On sait que le vélo se développe très vite dans la métropole de Lyon, et de manière générale. Et là, on a vu apparaître des vélos dans les endroits où on les attendait le moins. Alors l'idée, quand on est photographe, c'est de se dire quelle histoire je raconte dans ces reconductions. Est-ce que j'en profite pour raconter cette histoire-là? Donc on a dit, OK, on raconte l'histoire des vélos dans les infrastructures. Donc du coup, dans chaque reconduction, on a des vélos. Alors on ne triche pas parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre 2 heures pour avoir un vélo. C'est ça la réalité, c'est qu'il y a bien des vélos qui passent tout le temps maintenant. Et donc on voit ces vélos dans ces infrastructures qui sont très peu amènes. Et soit ça amène un changement, l'aménagement suit la pratique. Et donc il y a une voie lyonnaise par exemple qui arrive ou une piste cyclable qui se crée. Et du coup ça change un peu la nature de l'infrastructure. Soit ça va venir peut-être plus tard. Mais en tout cas, on peut aussi raconter des changements d'usage comme ça par les reconductions qui ne changent pas le paysage, mais qui changent du coup la perception qu'on en a forcément. Vous dites justement beaucoup le mot « raconter ». Il y avait justement un ouvrage qui avait été publié en 2018 qui s'intitulait « Temps zéro » et qui expliquait la démarche.
Il y a très prochainement, à la rentrée de septembre, une exposition à la Bibliothèque municipale de Lyon, donc pour les 5 ans. Entre-temps, le CAUE a organisé des ateliers d'écriture dans des médiathèques un peu partout dans la vallée. On voit donc, Florent Péroux, qu'il y a une volonté très forte de votre part d'activer régulièrement ce travail, d'en faire un objet de médiation sous des formes variées. Est-ce que c'est aussi cela le pouvoir de l'image, outre de saisir donc les enjeux contemporains dont vous nous avez parlé, de faire œuvre commune et d'ouvrir à la discussion avec des publics variés ce sujet du passé, du présent et de l'avenir de nos cadres de vie? Effectivement, l'image, elle a cette capacité qu'on a exploitée dès le départ, à dire on peut parler à tous. Et l'avantage d'un observatoire, c'est que c'est un dispositif qui est récurrent, qui est pseudo-scientifique, parce que l'image sert de preuve, l'image photographique sert de preuve dans son rapport au réel. Mais pour autant, ce n'est pas un objet de projet urbain ou de projet de territoire. Il est à côté de tout ça. Il peut en raconter l'évolution, mais il est à côté. Donc on n'est pas dans des enjeux de modifier le territoire, ni de faire de la concertation. Donc on est dans une discussion plutôt sociétale autour du paysage. Et là, on peut associer des habitants sans qu'il y ait de tension sur ce qui est à l'œuvre dans les images, puisque nous, on n'a rien à voir avec les transformations qui ont lieu. Et par contre, on peut parler de la fabrique de la ville, la fabrique du paysage, de paysages ordinaires qui ne sont pas forcément reconnus, avec les gens soit qui les habitent, soit les gens qui les fabriquent. Donc les techniciens, les élus. Et ça peut servir parfois d'évaluation des politiques publiques. Sur 5 ans, c'est peut-être un peu court. Mais en tout cas, il y a l'idée de se dire, on va pouvoir parler de paysages et de paysages quotidiens avec un peu tout le monde. Et donc avec les habitants, on avait noué une première relation quand on a construit le projet. L'idée, c'était de revenir les voir et de recueillir un peu leurs paroles au fil des évolutions. Et donc oui, on a monté des ateliers d'écriture qui sont parfois un peu fictionnels aussi, ou sensibles, mais qui racontent comment les gens sont attachés à un paysage et comment les évolutions peuvent les choquer, les rassurer, les inquiéter. Et du coup, l'idée, c'est après de réutiliser chaque fois ces matériaux-là dans les productions qu'on met en place. Merci beaucoup, Florent Péroux. Désolé pour cet échange un peu court, mais vous avez pu nous partager vraiment beaucoup d'informations et d'engagement. À ceux qui nous écoutent, nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux épisodes de Terreau commun et vous souhaitons d'ici là un très bon été. Toutes nos émissions sont en direct et à retrouver en podcast sur radio-anthropocène.fr. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.